Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour la petite vidéo des lectures de la semaine et il y a beaucoup de choses à voir mais vous commencez à être habitués, donc nous allons démarrer tout de suite. Alors il y a de nouveau un peu de tout, il y a beaucoup de graphiques, j'ai lu pas mal de BD et de mangas donc je vais peut-être commencer par ça, les mangas, les BD et puis on passera aux romans. En ce qui concerne les mangas, j'ai lu une petite série, j'ai terminé, donc c'est une série en 3 tomes, donc j'ai pu lire les 3 tomes de Supinu, premier, deuxième et troisième. C'est une petite série toute mignonne où nous nous retrouvons dans la campagne finlandaise et on va suivre Tina et Nicolas, un frère et une sœur qui tiennent un magasin de soupe maison. En tout cas, c'est Tina qui s'en occupe. Nicolas, lui, il travaille dans une librairie et un beau jour, il y a une petite boule de poil très étrange qui va arriver et qui va entrer dans leur maison. Cette petite boule de poil va se développer et se transformer en une petite créature trop mignonne qui va porter le nom de Supinu. C'est cette petite créature ici qu'on retrouve, donc ça ressemble un petit peu à un chat et on va suivre les aventures en fait de ce frère et de cette sœur et de toute la nouveauté que Supinu apporte dans leur vie. Supinu, c'est un petit personnage tout mignon qui parle quasiment pas mais qui se fait très bien comprendre. Ils vont commencer, en tout cas Tina va commencer à lui tricoter et lui confectionner des petits pulls pour qu'il puisse s'habiller étant donné qu'on est en Finlande, donc il fait assez froid évidemment de manière générale et on va un petit peu les suivre dans ces 3 tomes. C'est vraiment tout chaud, c'est tout mignon, c'est tout doux comme lecture. On va découvrir plein de choses au niveau des soupes parce qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes. Donc on a des petits passages comme ceci où on va avoir comme la page d'un petit carnet. Ici c'est des informations concernant les soupes que fait Tina. Il y a plein d'autres petites choses au fil de la lecture. Il y a aussi des petites informations concernant Supinu parce que Tina et Nicolas vont tenir un petit carnet pour suivre l'évolution de Supinu également. Voilà, il y a ici autre petite page de carnet. C'est vraiment trop mignon, c'est vraiment très agréable, c'est tout doux comme lecture. Au niveau du graphisme, on a ce genre de dessin, c'est agréable comme tout, c'est voilà, c'est une petite lecture tout doux que j'ai beaucoup apprécié. Je les ai lus presque les uns à la suite de l'autre. Je lisais un manga chaque jour environ pendant les 3 jours et j'ai clôturé cette petite série de mangas que je vous recommande si vous avez envie d'une petite lecture tout doux. On va passer maintenant au BD, vu que les mangas c'est fait. La première que je vous présente c'est celle-ci, donc c'est Autant en emporte le vent. C'est une série qui sera faite en 2 tomes apparemment, en tout cas il y a 2 tomes ici à l'arrière. Donc j'ai le premier, la première partie, c'est une BD qui me faisait très envie, que j'ai acheté récemment à la foire du livre de Bruxelles et ici j'ai eu vraiment envie de me plonger dans cette histoire que je connais très bien parce que je l'ai déjà vue en film, j'ai lu les livres romans et maintenant j'avais envie de la découvrir en BD. C'est vraiment magnifique comme travail. Évidemment vous connaissez un petit peu je pense cette histoire, donc je vais pas me relancer dans une explication de cette histoire, mais j'ai apprécié en tout cas la découvrir ce classique sous format de BD. C'était vraiment très très beau. Je vais vous montrer quelques planches mais c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Voilà, c'est ce genre de choses. On retrouve bien sûr ici Scarlett. Voilà, c'est ce genre de dessin. J'ai beaucoup apprécié. La BD elle est assez imposante en soi parce qu'elle fait quand même 150 pages si je me rappelle bien. Environ, oui, quasiment 150 pages. Elle est beaucoup plus grande aussi qu'une BD normale. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage. Je suis très contente de l'avoir en ma possession. Je suis ravie d'avoir pu lire, redécouvrir cette histoire dans laquelle il y a vraiment tout, hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des drames, il y a la guerre, il y a de la déception, il y a la mort, le deuil, l'espoir.
Il y a beaucoup de volonté aussi, il y a de la tragédie, enfin bref, il y a énormément de choses. C'est vraiment une histoire incroyable que je vous recommande si vous avez un peu peur de vous lancer dans les romances, que je peux tout à fait comprendre. Eh bien pourquoi pas alors vous diriger vers cette BD qui est absolument magnifique. Autre chose que j'ai lu, c'est celui-ci, Le Paris des merveilles de Pierre Pével. C'est donc une adaptation des œuvres de cet auteur. J'ai lu Le Paris des merveilles. En fait, j'ai lu le premier tome, le second tome et j'ai commencé le troisième, où j'allais commencer le troisième, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas fait finalement, je l'ai mis en pause, donc il faudrait que je recommence. Cette BD m'a été prêtée par ma sœur qui elle a craqué. Donc ici c'est aux éditions Draco et c'est donc le premier tome, Les Enchantements d'Ambremer, la première partie, et c'était vraiment très très agréable en fait de se remettre un petit peu dans cette histoire via cette BD. J'ai énormément apprécié. Les planches sont très très belles aussi, c'est très coloré. C'est une histoire de fantasy bien évidemment. Donc on a un peu plein de genres de créatures. Voici au niveau des planches. J'ai beaucoup apprécié redécouvrir cette histoire via de nouveau le format BD. Peut-être que je vais attendre en fait que les BD sortent pour me remettre un petit peu à niveau et ensuite continuer le troisième et dernier tome des aventures eh bien de Griffon, hein, le personnage principal. Donc voici pour cette BD également. Et enfin, troisième et dernière BD que j'ai lu, c'est celui-ci, donc Le Manoir Sheridan. C'est le tome 1 à la porte de Gehen. C'est écrit par La Montagne et Mailly et on est aux éditions Vent d'Ouest. Ça c'est une BD que j'ai lue hier, je l'ai réceptionnée hier et je l'ai lue directement parce que ça me tentait assez. C'est très noir, c'est très sombre. Donc ici en fait on va suivre un personnage qui s'appelle Daniel. Nous sommes dans les années 1920-1922 au Québec et ce Daniel en fait s'enfuit, vient de voler la caisse d'un magasin et il est en fuite. Il a un accident parce que avec son attelage, il passe sur un lac gelé et la glace se brise. Il est secouru par un étrange personnage qui l'amène dans le manoir Sheridan, où là le propriétaire des lieux va le faire soigner. Quand il va reprendre connaissance, eh bien il a la jambe cassée, donc ça a été un petit peu rétabli grâce au propriétaire du manoir, qui lui dit qu'il peut, une fois qu'il se sentira mieux, circuler où bon lui semble, que bien entendu il va rester dans le manoir le temps qu'il se remette complètement et tout. Donc un personnage qui a l'air vraiment très accueillant. Et il va juste lui dire qu'il peut pas aller dans une certaine partie du manoir parce que soi-disant le bois est abîmé, mangé par les termites. Bref, c'est dangereux de circuler dans cette zone. Évidemment, ce personnage va s'y rendre. Il va se rendre compte que effectivement cette zone elle est fermée, mais qu'il y a moyen d'y pénétrer. Et là, il va découvrir une jeune fille qui vit dans cette zone, une jeune fille qui est complètement absente, donc elle est plongée dans un état de catalepsie très profond. Le maître des lieux va le découvrir dans cette zone, il va lui expliquer qu'en fait c'est sa nièce et qu'elle est dans cet état à cause de son père qui a fait à un moment donné plein de recherches sur la magie noire, etc., sur un monde apparemment qui aurait moyen de traverser pour se retrouver ailleurs, et apparemment il aurait réussi. Il aurait ouvert la porte d'un monde cauchemardesque et en gros il faudrait repasser cette porte pour pouvoir sauver sa nièce, mais il demande à Daniel de le faire parce que lui il est un petit peu trop âgé pour ce genre de voyage. Donc Daniel va un petit peu voir et essayer de se lancer dans cette aventure. Ça c'est un petit peu en gros pour l'histoire. Donc c'est voilà, c'est très surréaliste, hein, avec une porte des enfers, avec de la magie, avec des créatures assez angoissantes, hein, il faut bien le dire. Je vais voir si je vous trouve quelque chose. Alors voilà, on a ce genre de créatures. Donc voilà, un premier tome assez sympa. L'histoire est assez
Ça se lit assez vite, hein, ce premier tome, ça se lit vraiment assez vite. Il y a un second tome évidemment et ça m'a donné envie de poursuivre parce que j'ai du coup envie de découvrir la suite parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments dans cette première BD, dans ce premier tome. Du coup voilà, je vais voir ce qu'il en est pour la suite, mais en tout cas j'ai pu découvrir ce premier tome du Manoir Sheridan. Voilà ce qu'il en est pour les BD et mangas. On va maintenant passer au roman. Alors rapidement, j'ai terminé Le Fléau, la deuxième partie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, c'est fait. J'ai terminé cette histoire, cette duologie. Je vais pas m'étaler pendant 1000 ans parce que j'ai l'impression que je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors oui, c'est très dense hein, parce que les tomes font plus de 700 pages, donc c'est une très très longue histoire qui prend son temps au début, comme je vous l'avais expliqué. Il y a énormément de personnages aussi. On suit aussi beaucoup ces personnages. C'est très travaillé, c'est très complexe. Il y a dans la seconde partie beaucoup plus de choses qui se passent. Il y a une action et un rythme qui se met en place. J'ai beaucoup apprécié la fin aussi de cette lecture qui m'a surprise. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je savais pas du tout comment ça allait se clôturer, mais en tout cas, j'ai apprécié cette fin et j'ai été surprise par elle. Donc, une très très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié. Comme je vous ai dit, j'aime bien aussi la façon dont Stephen King parle du genre humain en fait, parce que tout n'est pas soit blanc soit noir, il y a toujours une part de gris dans chacun d'entre nous et c'est pas aussi simple non plus. Donc il y a toute cette complexité aussi qui est très bien décrite dedans. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. D'ailleurs je vais me choisir un autre Stephen King pour pouvoir continuer, vu que j'en ai quelques-uns dans ma palle. Je vais continuer sur ma lancée pour pouvoir en lire assez souvent et un petit peu vider ma palle. Bon, la vider dans un sens parce que je sais que j'en achèterai d'autres du coup. Si cette palle descend, je vais m'en fournir d'autres vu que voilà, j'apprécie ce style. J'avais déjà apprécié Cimetière avant ça, donc je vais découvrir un petit peu d'autres choses de cet auteur. Alors, seconde lecture que j'ai terminée, c'est celui-ci, La Quête d'Ewilan, le second tome de Pierre Bottero aux éditions Rajo ici. Le tome 2 s'appelle Les Frontières de la Glace. C'est un second tome, donc je vais pas vous expliquer ce qui se passe dans celui-ci. Je vous avais parlé la semaine passée du premier que j'avais découvert vu que je n'avais encore jamais lu Pierre Bottero et j'ai vraiment adoré ces histoires de Camille qu'on va suivre. Camille qui se rend compte qu'en fait elle peut se téléporter dans un monde, dans un univers parallèle où la magie est présente, où les chevaliers sont présents, où des créatures bizarres sont présentes. Elle a une quête à faire évidemment. Elle est accompagnée par son fidèle ami Salim qui va l'accompagner bien entendu. Dans ce second tome, il y a toujours de l'action, ce qu'il y avait également dans le premier tome, ça c'est très appréciable. L'univers est vraiment bien posé, bien décrit, mais en même temps il se passait déjà énormément de choses dans ce premier tome. Le rythme était déjà présent, on ne s'ennuyait pas, c'est des petits chapitres courts et ça continue dans le second tome où à nouveau on continue cette aventure, cette quête d'Ewilan, donc de Camille, avec tous les personnages qui l'accompagnent aussi, qu'on apprend un petit peu plus à découvrir également et des dangers qui arrivent de plus en plus, bien entendu. Donc ici voilà, les deux premiers tomes sont lus, je me suis même commandé le troisième tome pour pouvoir poursuivre et terminer cette première trilogie que j'apprécie énormément. Donc de savoir comment tout cela va se clôturer, en tout cas cette première trilogie, vu qu'après il y a les mondes d'Ewilan, donc je suppose que l'aventure continue par la suite. J'ai hâte vraiment de découvrir et je pense que je lirai du coup tous les livres de l'univers de Pierre Bottero parce que j'ai beaucoup apprécié aussi cette plume, cette façon d'écrire l'histoire. C'était vraiment très très agréable, donc je continuerai. J'ai également lu celui-ci qui est La femme de chambre. Je pense que je vous en ai un petit peu parlé ou alors que c'était une lecture que je venais de commencer la semaine passée. Donc dans cette lecture, nous sommes au prestigieux hôtel Regency Grand et on va suivre Molly qui est une employée, une femme de chambre et une employée modèle, on peut le dire. Elle y travaille
comme femme de chambre, comme je viens de vous le dire, et elle prend son travail très très au sérieux. Elle le fait vraiment de façon optimale, elle est très efficace, elle est très impliquée, c'est une femme de chambre très zélée. Et parmi les chambres qu'elle doit faire, qui lui sont attribuées, elle a notamment la suite des Black, qui sont un couple, donc un homme qui est très fortuné et sa jeune épouse, donc qui est sa deuxième femme, donc un second mariage. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent et évidemment on se rend vite compte que tout n'est pas au beau fixe dans la vie de ce couple. La femme de cet homme, elle est assez malheureuse finalement. Donc le souci, c'est que un jour Molly va se rendre dans cette suite pour y faire le ménage comme elle a l'habitude de faire et elle va découvrir le corps sans vie de monsieur Black dans la suite. Sa femme a disparu et elle est devant ce cadavre et bien voilà, l'histoire va s'enchaîner. Il va évidemment y avoir une enquête et on va découvrir tout ce qui se passe réellement dans cet hôtel et tout ce qui se passe également dans la vie des Black. En gros, ça c'est pour l'histoire. Je vais pas trop avancer pour pas tout vous dévoiler non plus, mais ce livre m'intriguait. En fait, déjà quand il était sorti en grand format, j'avais hésité à me le prendre parce que j'avais vraiment envie de découvrir. Il m'interpellait, il y avait quelque chose, mais je me suis réfrénée et quand il est sorti en poche, je l'ai tout de suite acheté et je l'ai tout de suite lu évidemment. Dans son ensemble, ça a été une lecture assez agréable. L'enquête policière en elle-même est loin d'être exceptionnelle. On comprend assez vite ce qui se passe dans cet hôtel. On comprend assez vite qu'il y a des personnages louches, qu'il y a des trucs louches qui se passent. Mais vraiment l'originalité de cette lecture, c'est le personnage de Molly, qui est un personnage spéciale. C'est une jeune femme très très spéciale. Je vais pas vous dire en quoi parce que ça vous gâcherait du coup la découverte. Moi au début ça m'a vraiment perturbée parce que je savais pas comment réagir, comment l'aborder. Je savais pas trop quoi en penser et au fil des pages, au fil de la lecture, je me suis vraiment attachée à elle et oui, j'ai vraiment bien apprécié ce personnage. À la fin, elle m'a beaucoup touchée aussi. C'est vraiment amené d'une façon très intéressante, mais voilà, c'est un personnage inhabituel qui ajoute vraiment une plus-value à cette histoire parce que comme je vous l'ai dit, l'enquête en elle-même, elle est pas folle non plus. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais je pense que si Molly n'était pas qui elle est, sans doute que l'histoire aurait eu moins d'attrait et sans doute que j'aurais moins adhéré certainement à cette enquête policière. Alors je passe maintenant à celui-ci, Yzma, donc un Disney, les Disney vilains de la collection Happily Never After de Hachette Heroes, écrit par Laurie Langdon. Donc ça c'est une collection où je suis à jour parce que c'est des livres qu'on me prête, c'est ma sœur qui les achète à cette collection là et ensuite elle me les prête. Donc j'ai déjà lu Vanessa, donc la sorcière des mers dans La Petite Sirène. J'ai lu ensuite Gaston de La Belle et la Bête et ensuite maintenant Yzma était sortie, donc je l'ai découvert également. On va suivre Yzma, ça vous vous en doutez bien, le personnage de Yzma dans le dessin animé Cusco. Comme toujours dans cette collection, en fait, on découvre les personnages quand ils sont plus jeunes et ça tourne autour des histoires d'amour de ces personnages qui expliquent un petit peu leur caractère tel qu'on les connaît dans le dessin animé. Donc ici, on va retrouver Yzma qui est une jeune fille qui est déjà très ambitieuse, qui sait ce qu'elle veut et qui est passionnée par les potions. Donc elle s'entraîne chez son père qui est apothicaire. Elle a accès à plein de produits et elle est à fond dans ses potions. Il n'y a pas grand chose d'autre qui l'intéresse. Elle est pas très proche de sa famille. Elle a une sœur, mais voilà, on s'entendent pas super bien, pas très proche de sa mère, un peu plus de son père, mais c'est pas foufou non plus. Donc elle aspire vraiment à un plus grand destin, à une plus grande destinée, et elle pense que grâce justement à ses potions, elle pourra y arriver. Et sa vie va complètement changer, elle va prendre un tournant inattendu parce que elle va se rendre compte qu'elle ressemble étrangement à la princesse, donc la fille de l'impératrice. C'est presque son portrait craché. Du coup, elle va arriver à
à se faire introduire auprès de l'impératrice et en fait Yzma va devenir la doublure secrète de la fille de l'impératrice parce qu'évidemment les gens de lignée royale peuvent être sujets à des tentatives de meurtre, tentatives d'empoisonnement, etc. Et du coup pour protéger la princesse, eh bien Yzma va endosser le rôle de sa doublure, notamment de goûteuse pour vérifier que les plats sont pas empoisonnés, etc. Donc, toutes ces rêves se réalisent dans un sens parce que là, elle évolue beaucoup plus, elle se rapproche du pouvoir. Elle est toujours pas satisfaite parce qu'elle veut encore se rapprocher davantage du pouvoir, mais ses plans vont être mis à mal parce qu'elle va être enlevée. Étant donné qu'on va la prendre pour la princesse, elle va être enlevée par un prince, le prince Aise, qui a besoin d'elle pour sauver son royaume et du coup il va l'embarquer. Elle ne sait pas qui il est, ben lui il pense avoir emmené la princesse mais en fait pas du tout et on va un petit peu suivre leurs aventures. Ça c'est pour le résumé. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé découvrir la jeunesse du personnage de Yzma, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans le dessin animé. On voit qu'elle a toujours eu cette ambition dévorante et ce caractère très fonceur, donc ça colle avec la réalité du dessin animé. Par contre, j'ai un petit peu eu du mal parce que dans cette histoire, on la décrit comme étant vraiment d'une grande beauté, même quand elle est enlevée, traînée dans la boue, qu'elle se douche pas pendant des jours et que ses cheveux ressemblent à rien, eh bien, elle est toujours aussi magnifique. Donc ça, c'est un petit peu difficile à croire vu que voilà, on voit à quoi elle ressemble dans le Disney. Alors ok, l'ambition et tout ça, c'est pas très bon pour le teint de manière générale, mais de là à faire autant de dégâts, j'ai pas trouvé ça tout à fait crédible. Mais il y a cet aspect-là qui m'a semblé un peu étrange. Mais aussi non, pour le reste, j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien apprécié la petite romance, la petite histoire d'amour entre elle et Aise. C'est vraiment, oui, une collection que j'apprécie, même si ça parle de la romance, des histoires d'amour de ces personnages. C'est assez bien fait, l'écriture est toujours très agréable. La plume est fluide, ce sont des livres qui se dévorent. Enfin, en tout cas, moi, je les lis extrêmement vite. C'était assez régulier au niveau du rythme, donc j'ai bien apprécié. L'histoire d'amour, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, elle est bien travaillée. Donc ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours un travail qui est fait, il y a toujours une évolution qui se passe au niveau des personnages, au niveau de leurs sentiments et tout. Et ici, davantage, étant donné qu'à la base, Yzma est enlevée par quelqu'un. Donc tomber amoureuse de la personne qui t'a enlevée, c'est un peu particulier. Mais franchement, c'était quand même bien amené. C'était assez crédible vu la façon dont c'était fait. Et j'ai beaucoup apprécié cette troisième lecture. Je continuerai évidemment la suite. J'ai même hâte de savoir quel sera le prochain personnage qu'on découvrira dans sa jeunesse. Par contre, à mon sens, il manque quelque chose. Dans les précédentes lectures, ça expliquait vraiment pourquoi le personnage Disney qu'on connaît dans le dessin animé est aussi aigri par rapport à l'amour, etc. Mais ici, on dirait qu'il manque un tome. Donc là, on a sa jeunesse et sa première histoire d'amour. Et je pense qu'il y a encore un élément qui manque pour expliquer comment elle est devenue telle qu'elle est au niveau de son physique alors, et aussi comment elle a atteint le poste de conseillère de l'empereur Cusco, etc. Donc ça c'est pas expliqué dans ce tome-ci. Donc à mon sens, il faudra à la limite un second tome pour faire le lien entre sa jeunesse ici et ce qu'elle est devenue dans le dessin animé. Alors, j'ai également terminé celui-ci que je vous avais montré la semaine passée. Je pense que c'était une de mes lectures en cours, donc Twin Crowns, de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Très belle couverture, magnifique avec ces petits éléments de dorure. On a ça aussi à la quatrième de couverture et sur le dos. Donc c'est vraiment un très très beau livre et j'avais pas mal d'attentes de cette lecture, je vous en avais parlé. Donc au niveau de l'histoire, eh bien on va suivre Vren, qui est une jeune sorcière qui toute sa vie a été en fait préparée, formée
pour prendre la place de sa sœur jumelle sur le trône d'Eanna. Donc le royaume d'Eanna. D'ailleurs, on a une petite carte, même une grande carte au début. Donc ça, c'est toujours un plus. Voilà, sur le royaume qui est ceci. Et son objectif, c'est de mettre fin à la guerre qui est menée depuis des années contre les sorcières et également venger ses parents. Donc ça, c'est l'objectif de cette jumelle qui a été séparée de sa sœur à la naissance. L'une a été élevée par les sorcières qui ont été chassées, bannies, persécutées, et l'autre c'est Rose qui elle n'est au courant de rien, qui elle a été élevée au sein du palais par un imposteur qui lui a fait croire toute sa vie que les sorcières c'était des personnes néfastes, mauvaises, qui étaient très dangereuses et que du coup la guerre qui est menée contre elle depuis des années est tout à fait justifiée. Donc Vren va arriver. Et il y a l'échange qui va se faire. Donc avec son meilleur ami Sean, Rose va être enlevée et ramenée chez les sorcières. Pendant ce temps, Vren restera à la place de sa sœur, étant donné qu'elles sont jumelles, il n'y a pas de souci, et eh bien elle la remplacera pour son couronnement qui aura lieu très bientôt. Son couronnement, mais également ses fiançailles. Bon, ça enchante un petit peu moins Vren, vu que elle, son objectif c'est d'être couronnée reine et de pouvoir faire cesser la guerre contre les sorcières. Et donc voilà, on a cet échange qui est fait, et ensuite on va suivre ces deux sœurs, l'une qui est au courant de tout, l'autre qui est au courant de rien, mais qui va vers son petit bonhomme de chemin. Et on va voir un petit peu où tout cela va nous conduire. C'était vraiment très sympa. Comme je vous l'avais dit, j'avais quand même pas mal d'attentes et j'ai pas été déçue. Déjà, ça se lit super bien, ça se lit très très vite, c'est super agréable. Moi, je l'ai dévoré. J'avais commencé un petit peu, je crois que j'avais lu une centaine de pages quand je l'avais commencé le premier jour, un truc comme ça. Et après, je l'ai dégommé en une après-midi parce que j'étais vraiment bien dans cette lecture. J'avais envie de savoir. Il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Il y a de plus en plus d'éléments qui s'enchaînent et tout, des secrets qui sont révélés. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette lecture. Donc, ça fait que j'avais vraiment envie de connaître la fin. C'est un premier tome, donc je savais pas, mais en tout cas, en terminant cette lecture, c'est de toute évidence un premier tome. Donc, je suis un petit peu restée sur ma faim parce que je connais pas le dénouement finalement. Mais j'ai quand même eu pas mal d'éléments dans cette première lecture, bien entendu. On est donc dans de la fantasy, avec un monde où la magie est présente, est crainte, où il y a des sorcières, il y a pas mal d'intrigues, il y a aussi de la vengeance, il y a des secrets, c'est vraiment très très bien amené. Le duo des sœurs est très touchant, bon ça plus vers la fin, parce que autant j'ai beaucoup aimé le personnage de Vren, qui est très débrouillarde, qui a un caractère très fort, qui est assez robuste et volontaire, qui est prête à tout pour son objectif. Et d'un autre côté, il y a le personnage de Rose au début qui m'a pompé l'air. Elle est vraiment un peu cuculapraline. Du coup, j'apprécie pas vraiment son personnage. Heureusement, elle évolue au fil des pages. Elle va s'affirmer, son caractère va évoluer, elle va se rendre compte des choses, toutes ces choses qu'on lui a cachées. Elle va se rendre compte de la réalité aussi par rapport aux sorcières, par rapport à la guerre, par rapport à tout ce qu'on lui a fait croire durant toutes ces années. La vérité par rapport à sa sœur aussi, et du coup son caractère heureusement évolue, et une fois qu'elles vont se retrouver toutes les deux à deux, j'ai beaucoup apprécié aussi le duo qu'elles vont former. C'est très touchant ce duo de sœurs. Donc une très bonne lecture dans son ensemble. Alors après oui, il y a des facilités, bien évidemment. Il y a des choses qui sont amenées, qu'on voit venir. Il y a des choses qui parfois sont très faciles dans les enchaînements, mais ça m'a pas dérangé non plus parce que je me doutais que ça allait être ce genre de lecture. Il y a de la romance, elle est quand même fort présente, et il y a aussi des facilités. Enfin, moi j'avais déjà vu venir depuis longtemps ce qui allait se passer, donc pas de surprise à ce niveau-là. Et pourtant moi je suis pas une fan des lectures de romance.
romance. Donc déjà j'ai vu le truc venir, donc c'est que c'était vraiment très évident. Et ensuite, même si moi je suis pas spécialement portée sur les romances de manière générale, dans cette lecture ça m'a pas gênée tant que c'était pas trop présent. Bon, il y a des moments où oui, j'ai un petit peu levé les yeux au ciel en me disant oh là là. Mais voilà, ça m'a pas empêché de continuer à lire et à apprécier cette histoire et à me donner envie de lire la suite. J'ai terminé également celui-ci, le dernier message de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. J'ai lu la trilogie, si on peut appeler ça, précédente, donc avec Le Cri, Complot et L'île du Diable, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, que j'avais beaucoup aimé avec l'inspectrice Sarah Gurringen. Donc ici, c'est une nouvelle inspectrice qui s'appelle Grace Campbell. J'avais envie de me replonger un petit peu dans des livres de Nicolas Beuglet et comme celui-ci était dans ma palle, j'ai sauté sur l'occasion. Donc ici, dans cette histoire, on va se retrouver en Écosse plus précisément dans un monastère. On va faire appel à Grace Campbell, qui est une inspectrice qui apparemment a eu des petits soucis par le passé, qui là, dans son travail, est clairement mise de côté. Et là, son chef va la réveiller quasiment en pleine nuit, aux petites heures du jour, pour lui dire qu'elle doit se rendre en Écosse, qu'il y a eu un assassinat dans un genre de monastère et qu'elle doit aller voir ce qui se passe et lui rendre ses premières impressions, être assez discrète parce qu'on veut pas que la presse soit tout de suite prévenue. Donc elle va s'y rendre et effectivement elle va arriver dans ce monastère où le moine principal, je ne sais plus comment on appelait ça, je ne sais plus quel est le titre exact, mais bref, le représentant principal de ce monastère va l'accueillir et va l'amener dans la cellule du moine qui est décédé, qui s'appelle Anton, qui était un personnage apparemment très intéressant, très intelligent, qui était passionné dans des recherches, etc. Donc il travaillait sur quelque chose. Le moine lui explique que c'était un jeune homme qui était arrivé là et qui séjournait chez eux depuis un bon moment, quelques années maintenant, et qui était plongé dans ses recherches, quelqu'un d'assez discret. Et de toute évidence, il a été assassiné d'une manière assez violente. On va se rendre compte ce qu'il a subi. Je vais pas vous dire ce qu'il en est, mais c'est assez c'est surprenant. Et Grace Campbell va du coup commencer son enquête qui va la mener évidemment vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pas entre guillemets un simple meurtre, il y a tout un complot derrière, il y a tout un truc de beaucoup plus grande ampleur derrière et elle va se lancer là-dedans à corps perdu, on va dire. Donc ça c'est pour l'histoire. Et comme d'habitude, j'ai adoré, j'aime beaucoup la plume de Nicolas Beuglet, j'aime beaucoup vers quoi il nous emmène parce que c'est toujours des thématiques très intéressantes, c'est toujours des thématiques qui font réfléchir, qui apportent vraiment des questionnements, j'adore, qui apportent presque une remise en question. Donc ici évidemment on va repartir presque au début de l'humanité, au début de la création du monde, donc on va nous emmener vraiment très très loin. Il y aura aussi plein de thématiques par rapport aux écrans, à l'intelligence, l'évolution aussi de l'intelligence, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne les réseaux, les écrans, le fonctionnement des réseaux, l'impact des écrans. Ces écrans ont sur nous en tant qu'adultes, mais aussi sur les enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Comme à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, mais du coup j'ai adoré suivre cette enquête, j'ai dévoré ce livre, il est pas très épais par rapport au Cri, au complot qui étaient des grosses briques, celui-ci est beaucoup plus fin, mais j'ai beaucoup apprécié. Le personnage de Grace Campbell, j'ai bien aimé, même si j'avais un petit attachement comme ça quand même à Sarah Gurringen, mais ici le personnage de Grace Campbell, on a quand même quelques petites informations déjà sur elle, donc on sent que c'est un personnage qui est meurtri, qui a des
difficultés dans sa vie, qui a des problèmes par rapport à son poids, qui a subi quand même beaucoup de méchanceté et de difficultés par rapport à ça, et qu'elle a un secret, quelque chose qui lui est très personnel aussi, mais on ne sait pas quoi. Elle est très isolée également et elle maintient cet isolement. Bref, c'est un personnage qui a beaucoup de trauma également et on le découvre petit à petit au fil des pages. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre parce qu'il y aura aussi après, comment s'appelle le livre suivant, je ne sais plus. Ah voilà, je pense que c'est Le Passager sans visage qui va suivre celui-ci où on va de nouveau retrouver le personnage de Grace Campbell. Donc j'ai ce tome dans ma palle, donc à mon avis je vais enchaîner assez rapidement pour pouvoir continuer à suivre une autre enquête de cette inspectrice et un petit peu voir la suite. Et nous terminons avec celui-ci qui est Légende et Latte de Travis Baldree aux éditions Eunice. Ça c'est un livre qui me faisait très envie, j'attendais sa sortie. Dès qu'il est sorti, je l'ai directement acheté parce que il m'intriguait énormément et je suis très contente d'avoir fait sa lecture parce que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai également dévoré, ça s'est lu extrêmement vite. On est dans de la cozy fantasy d'après ce que j'ai compris, et dans cette histoire on va suivre le personnage de Viv, qui est une orque qui est mercenaire. En tout cas elle l'a été pendant une grande partie de sa vie, donc elle traînait avec une bande de mercenaires et à un moment donné elle a voulu changer de direction, changer de vie, et elle a quitté cette bande pour arriver dans une petite ville afin d'ouvrir son café, donc son propre petit café où elle servira cette boisson qui est encore méconnue, et elle va se lancer à fond dans cette entreprise. Elle va trouver un local. Après elle va aussi être guidée par une pierre assez spéciale, assez particulière, qui est censée être de bon augure. Elle va s'établir dans cette ville, elle va arriver à aménager son café, avoir son local, etc. Elle va également demander une aide pour l'aider dans cette entreprise. C'est là que va intervenir l'autre personnage qui est Tandri. Tandri qui est une succube. Donc on a plein de personnages comme ça. On a des orques, on a des elfes, on a des lutins, on a plein de personnages de l'univers de la fantasy. Bref, elles vont se mettre à deux pour travailler dans ce café qui va tout doucement, petit à petit fonctionner. Ça va fonctionner assez vite. Et là, eh bien, on va suivre Viv et Tandri dans leur quotidien de teneuse de café. Évidemment, il y a des choses qui vont se passer parce qu'elles vont se vite découvrir que dans cette ville, eh bien, si on veut être tranquille et protégé, il faut payer une part, reverser une part au Madrigal, qui est un personnage tout puissant apparemment, qui gère tout ce qui concerne les établissements et les commerces. Viv, de prime abord, elle est pas très emballée à devoir reverser de l'argent, c'est clairement du racket, pour pouvoir être protégée. Elle estime que vu son expérience et vu sa physionomie, elle est tout à fait apte à se défendre. Donc il y a cet aspect-là aussi de la mafia qui lui tourne autour. Il y a aussi une histoire avec son passé et notamment des personnes qui voudraient récupérer cette fameuse pierre qui est en sa possession. Donc il y a aussi toute une histoire autour de cette fameuse pierre et on va suivre un petit peu ses aventures. Et comme je vous l'ai dit, c'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers aussi. J'ai aimé l'ambiance, ce style de la cozy fantasy. Je crois que c'est ma première lecture de ce style, mais j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment super chouette. Le personnage de Viv, j'ai adoré. Le personnage de Tandri aussi. Les personnages sont bien travaillés. Il y a d'autres petits personnages qui vont arriver au fil des pages pour aussi améliorer un petit peu le café. Il y aura beaucoup d'aide, d'entraide. Viv va vraiment découvrir l'amitié, découvrir la bienveillance aussi, et ça la change évidemment de sa vie de mercenaire où en gros c'était un petit peu plus
pas chacun pour soi, mais voilà, il y avait plus un aspect solitaire, de pas s'attacher pour pas montrer de faiblesse et ce genre de choses. Donc ici, elle va voir un mode de vie et des personnes qui sont complètement différentes de ce dont elle a l'habitude, et elle va devoir voilà, changer complètement sa façon de voir les choses, d'appréhender les choses, et c'était vraiment super chouette à suivre. Donc c'était une très agréable lecture et je suis très contente de l'avoir faite. Voilà ce qu'il en est de mes lectures terminées. J'en ai évidemment commencé. Alors je suis toujours dans celui-ci, donc cette saga de La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. Je lis Retour à la Villa aux Étoffes. Je suis à plus ou moins 30% de cette lecture que j'aime toujours autant. Je la fais un petit peu durer parce que je suis vraiment bien dedans. Je suis également dans cette lecture qui m'avait été choisie, dont 6 couronnes écarlates aux éditions Rajo de Elisabeth Lim. J'aime beaucoup. Franchement, je la savoure aussi parce que ça se lit assez vite. C'est vraiment très chouette pour l'instant. J'aime beaucoup cette ambiance, cette histoire de conte et tout. Donc là, je suis au chapitre 12. C'est à la page 153. Donc oui, j'ai encore de quoi lire. Mais franchement, les pages filent. Donc j'aimerais un petit peu faire durer cette histoire. Surtout que c'est une duologie. Donc du coup, la deuxième partie, je sais même pas quand elle sera disponible, donc j'essaye de faire un petit peu durer cette lecture, mais c'est difficile. Je pense que de toute façon d'ici la semaine prochaine elle sera lue parce que j'ai vraiment envie de suivre et de découvrir tout ce qui va se passer. J'ai commencé celui-ci qui est Du thé pour les fantômes, donc de Chris Vuklicevic aux éditions de Noël, qui est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire parce qu'il me faisait très envie. C'était dans les sorties de mai qui me tentait énormément. Donc là, j'ai un petit peu commencé. Je suis à la page 37, donc je suis vraiment au tout début. Je vais pas encore vous en parler parce que c'est le tout début. Donc il y a celui-là aussi, dont la couverture est très belle, mais fait un peu peur parce que vous voyez, il y a plein de petits crânes quand même. J'ai commencé Rouge de Pascaline Nolo plutôt, aux éditions Pocket. Je viens de commencer aussi. J'ai commencé hier soir avant de dormir, j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc je sais pas trop quoi vous en dire. D'après ce que j'ai compris, c'était un petit peu une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Donc c'est un livre qui me faisait très envie. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et je me suis dit je l'achète mais je le lis immédiatement. Comme ça, voilà, il traîne pas. Du coup, il y a celui-ci. Je viens de commencer une lecture qui va aller assez vite, qui est le 3e tome de Winterhouse Hotel. Je vous avais parlé des 2 premiers tomes précédemment, aux éditions Albin Michel dans la collection Wheeze, écrit par Ben Gutterson. Les 2 premiers tomes, je les avais adorés, c'était une relecture, et ici je m'étais dit de pas faire traîner trop longtemps le 3e pour clôturer cette saga. Donc là, j'ai commencé hier soir également et j'ai lu plus d'une centaine de pages. C'est pour ça que je vous dis que ça va aller assez vite. C'est un livre qui fait 430 pages, c'est de la jeunesse, c'est écrit assez grand, donc je me replonge dans cet univers. Les couvertures sont super jolies. Donc voilà ce qu'il en est pour mes lectures en cours. Ah oui, dernière chose à vous dire, mais j'ai fait un nouveau petit marque-page pour la chaîne qui est celui-ci, donc dans une petite ambiance printanière, avec d'un côté ceci avec l'image de la chaîne et de l'autre côté des petites fleurs qui font printemps tout doux avec un petit effet irisé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi éventuellement si ça vous intéresserait d'en obtenir, parce qu'alors je réfléchirais peut-être à ouvrir une boutique ou quelque chose du genre. Après, si y a pas d'intérêt particulier, je vais peut-être pas lancer ça tout de suite, mais en tout cas dites-moi ce qu'il en est. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre présence et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc c'est vraiment très agréable et ça me fait extrêmement plaisir de voir votre soutien et votre présence. Je vous souhaite un excellent dimanche, faites de très belles lectures. N'hésitez pas à venir discuter comme d'habitude en commentaire sur les lectures dont j'ai parlé, sur les lectures que vous êtes en train de faire, sur les lectures dont vous avez envie de parler. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.